Il est 9h33 minutes, ça y est, on va pouvoir démarrer notre séminaire. Soyez les bienvenus, à vous qui êtes ici au Croisic, en Loire-Atlantique, sur la côte sauvage de Loire-Atlantique, en arrière-saison. Il faut aussi profiter de ce cadre pour un séminaire de 2 jours. Alors c'est le 14e séminaire d'un rendez-vous qui existe depuis plus de 20 ans. On va en parler dans un court instant. 14e au Croisic, mais il y avait Berder avant. Ah, mais voilà, vous anticipez déjà la suite. On est encore très vieux. Sylvie Audan. Je n'ai pas eu le temps de rappeler que vous êtes donc le professeur Sylvie Audan et le professeur Stéphane Béziot, tous les deux à la manœuvre, avec les équipes bien sûr autour de vous. Je m'appelle Frédéric, je suis journaliste animateur et je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous qui nous suivez à distance sur votre ordinateur ou votre téléphone. Il y a parmi vous des étudiants, m'a-t-on dit, des étudiants, vous en parlerez peut-être dans un court instant, Sylvie Audan. Donc c'est un rendez-vous qui est assez fidèle, m'a-t-on dit, et je m'en suis rendu compte en préparant les tables rondes. On va faire peut-être un petit sondage. Si vous êtes déjà venu à ce séminaire de génétique de l'Ouest, eh bien levez la main, ça permettra de vous identifier. Voilà, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. On sent que le rendez-vous a son vrai carré de fidèles. Y compris nos partenaires qui sont derrière. Oui, parce qu'on va le rappeler, ce rendez-vous, il existe aussi parce qu'il y a des sponsors, des partenaires eux aussi fidèles et solides. Et puis on va accueillir les nouveaux et les nouvelles. Alors, qui arrive pour la première fois à ce séminaire ? Eh bien voilà, soyez les bienvenus. Ce ne sera pas la dernière. Alors ce rendez-vous, on l'a dit, 14e édition, qui existe depuis plus de 20 ans. Il a une thématique cette année. Alors pourquoi ? Un mot peut-être, Sylvie Audan, professeur Audan, sur ce thème. C'est parce que c'est le sujet qui occupe tous les gens qui sont dans la salle depuis longtemps, mais encore plus avec les dernières actualités, les nouvelles maladies dépistées. Là, il y en a 3, dont la myotrophie spinale, par exemple. Et puis, le gros projet de dépistage par la génomique en première intention, coordonné par Laurence Fèvre qui est dans la salle. Et oui, parce qu'on a beaucoup d'intervenants qui vont transmettre à la fois des connaissances et puis alimenter des sujets aussi qui font débat. Professeur Béziot, je ne l'ai pas rappelé, vous êtes nantais au CHU de Nantes et puis Sylvie Audan rennaise. Vous avez participé à ce comité d'organisation. C'est un vrai plaisir aussi de réunir toutes ces parties prenantes. Prenez le micro qui est là. Oui, tout à fait, on ne va pas se le cacher. C'est l'occasion de se réunir sur un sujet scientifique d'actualité. Puis il est vraiment d'actualité aujourd'hui, comme Sylvie l'a dit. C'est l'occasion d'avoir des échanges aussi informels et puis qui amènent toute la dynamique à cette réunion dans un cadre sympathique. Donc on est très content. Et généralement, effectivement, quand on y vient une fois, on y revient. Donc les nouveaux, on espère que ça vous conviendra. Et puis aujourd'hui, c'est se poser plein de questions aussi, parce que c'est un sujet qui dépasse le sujet de généticien, qui concerne l'humain aussi, avec des vraies questions. Qu'est-ce qu'on veut pour demain en termes de santé? Nous, généticiens, il faut changer notre logiciel. C'est-à-dire, généralement, on pose un diagnostic sur des maladies, et là, on poserait des diagnostics avant que la maladie se déclare. Donc, c'est vraiment un enjeu important d'en débattre aujourd'hui. Je crois, professeur Audan, Sylvie Audan, que vous souhaitez remercier, on va se mettre au travail bien sûr, mais avant de travailler, de remercier toutes celles et ceux grâce à qui on se retrouve là finalement. On ne va pas tous les citer, on va garder ça pour la fin, mais vraiment, et puis on vous remercie tous, vous être quand même hyper motivés, parce qu'il y a encore 2 jours, on se demandait s'il n'y aurait pas la moitié des personnes qui ne pourraient pas venir. Mais tout le monde s'est accroché pour être là, et que ce soit nos partenaires ou les participants et les orateurs, et tout le monde est là. Donc ça, c'est vraiment super. Hier, franchement, chaque personne qui arrivait, c'était une petite victoire. On est toujours content de vous retrouver, mais là, c'était encore plus fort. Et donc, vous avez vu le programme, on ne va pas s'étendre, mais c'est la première journée sur le dépistage néonatal. Et il y a de quoi faire. Et demain, les communications libres. Et puis pour ceux qui sont concernés, l'Assemblée générale du réseau Jamexel. Et vous avez dû remarquer qu'on se professionnalise cette année avec donc l'animation par un journaliste, Frédéric, qui est là, Frédéric Lossan, qui a parlé en amont avec tous ceux qui interviennent. Donc on vous remercie aussi. Avec cette idée de respecter le timing, parce que vous êtes effectivement très nombreux. On applaudit bien fort Stéphane Béziot et Sylvie Audan. Merci.
Et on accueille tout de suite donc le professeur Frédéric Huet qui va ouvrir le bal des différentes interventions. Alors le temps peut-être de faire une petite parenthèse mode d'emploi technique. On va vous proposer à la fois d'écouter les interventions et aussi d'interagir si vous le souhaitez. Vous pouvez interagir très simplement quand vous êtes ici au Croisic en levant la main. On vous amène un micro. Et puis vous qui êtes à distance avec nous, eh bien, vous avez l'outil chat, l'outil questions-réponses qui permet de poser les questions ou d'apporter des commentaires au fil de l'eau. Et on a un membre de l'équipe qui va voir arriver vos messages tout au long de la journée. On prendra le temps, si bien sûr vous souhaitez interagir, de transmettre vos questions à nos invités. Donc c'est vous qui démarrez. On part sur une intervention et puis un peu de questions-réponses après. Ça va ? Parfait. On peut lancer. Eh ben, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous et très sincèrement merci aux organisateurs de m'avoir sollicité pour cette présentation. Alors je suis pédiatre, je ne suis pas généticien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je suis le président de la Société française de dépistage néonatal et donc à ce titre j'ai un topo de présentation générale sur le dépistage néonatal et sur ses perspectives. Ça marche comme ça. Je n'ai aucun lien dans ce domaine. Les pédiatres ont de moins en moins de liens parce que l'industrie aujourd'hui s'oriente beaucoup vers tous les nouveaux outils, mais tout le domaine, le champ du médicament a aujourd'hui une législation qui restreint beaucoup les liens d'intérêt, donc c'est beaucoup plus commode pour faire des présentations sans difficulté. Alors pourquoi parler du dépistage néonatal ? C'est une action de santé publique absolument remarquable, qui fonctionne extrêmement bien, et pourtant très peu de gens la connaissent. C'est rentré dans la routine banale des maternités. C'est évidemment très ancré dans les hôpitaux et en particulier dans les CRDN, on va y revenir. Donc c'est une action de santé publique absolument géniale. Et je pense que son évolution, telle qu'on la perçoit aujourd'hui, mérite qu'on s'y intéresse un petit peu plus profondément. Et c'est ce que je vais essayer de faire en motivant l'Assemblée sur le fait qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle et que ce dépistage a besoin d'être remodelé, d'évoluer considérablement. Alors son principe, qu'est-ce que c'est ? Il est extrêmement simple. L'objectif, c'est de repérer dans une cohorte de nouveau-nés a priori sains, chez qui tout va bien, des enfants qui sont encore asymptomatiques au moment où on les prélève, mais qui sont les uns et les autres susceptibles d'être porteurs d'une maladie essentiellement grave, qui peut bénéficier au moins d'un traitement ou d'un protocole de soins efficace et pour lequel il existe un marqueur fiable. Voilà les trois dogmes du dépistage néonatal. C'est quelque chose de relativement simple finalement. Il suffit de repérer les maladies, de trouver un marqueur et puis de mettre en place un dépistage routinier. Et évidemment, c'est une action de santé publique majeure puisque en France, on est républicain, il faut que tous les enfants bénéficient de ce dispositif. Et ça, c'est pas très simple. Et l'élément supplémentaire sur lequel on reviendra probablement plusieurs fois dans la journée, c'est que ce dépistage doit être réalisé dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'objectif, c'est pas l'État, c'est pas la famille, c'est l'enfant en priorité. Or, ce fait n'est pas forcément intégré dans tous les pays. Et dans d'autres pays, la dimension familiale ou la dimension du système de soins entre en jeu dans le choix et la détermination des maladies qui peuvent être intégrées dans un programme de dépistage. En France, je le redirai en conclusion, l'intérêt supérieur de l'enfant est absolument primordial. Alors un tout petit peu d'histoire, vous avez tous entendu parler de Robert Guthrie, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui qui a inventé le dépistage. Le premier dépistage, il a eu lieu au Pays de Galles dans les années 1958-1959, et ce sont les premiers à avoir imaginé pouvoir repérer avant l'installation de la phénylcétonurie la possibilité de les repérer par un dosage urinaire. Alors, évidemment, c'était très ponctuel et marginal, mais il n'empêche que la démarche de généralisation du dépistage est partie du Pays de Galles. Et c'est Robert Guthrie, qui était l'oncle d'une enfant phénylcétonurique et qui était dépité de constater que malheureusement le diagnostic avait été fait trop tard pour sa nièce, qui a imaginé la possibilité d'utiliser un système de
de carton buvard qui permettrait, sur du sang séché, eh bien, de faire un dosage. Alors, il était bactériologiste, en fait, il n'était pas biochimiste, hein, et il avait utilisé un bacillus qui est inhibé par la présence de phénylalanine. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer un carton buvard et de l'utiliser pour repérer les enfants présentant un taux élevé de phénylalanine. La suite, vous la connaissez probablement. En France, il a fallu attendre 10 ans, comme c'est souvent le cas, 1962-1972, pour qu'un groupe de pédiatres s'associe pour créer l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant. Donc ça, c'est 1972. Vous reconnaissez ici Jean Frézal, ensuite c'est Jean-Pierre Fariot, et puis Michel Rousset, qui ont été les 3 présidents illustres de cette association française, qui, pendant 45 ans, a géré, a coordonné, a organisé le dépistage néonatal en France. Et puis, l'État s'est rendu compte, 45 ans plus tard, qu'une association qui gère tout, du début à la fin, dans un programme de santé publique, ce n'est pas tout à fait normal. Et donc, en 2018, a été créée une structure spécifiquement dédiée au dépistage néonatal, avec un programme national de dépistage néonatal sur lequel on va revenir. Donc, vous voyez qu'il y a eu une évolution très lente, 45 ans associatifs, avant de devenir un dispositif d'État. Alors, ce dispositif d'État, il repose sur des textes, surtout, lisez pas, hein, c'était juste pour vous montrer qu'il y a des arrêtés et que ça fonctionne par des choses extrêmement bien établies. Des textes qui définissent le dépistage, ses maladies, les algorithmes, tout est intégré et finalement, on n'invente rien. Le dispositif, il est fait de telle sorte que l'on soit à Perpignan ou à Lille, à Strasbourg ou à Brest, les enfants bénéficient exactement de la même chose, avec les mêmes maladies, les mêmes seuils et normalement la même organisation. Ces arrêtés ils évoluent avec le temps, évidemment. Quand de nouvelles maladies entrent dans le dispositif, on les intègre dans les arrêtés. Et le dernier arrêté, qui date du 31 juillet 2024, dit très précisément: le dépistage néonatal est une intervention de santé publique visant à détecter dès la naissance certaines maladies rares, souvent d'origine génétique. Avant, ça n'existait pas, le terme génétique n'était pas dedans. Et pourquoi ils ont intégré ça ? Parce que la loi de biomédecine qui a été publiée fin 2021 faisait apparaître également la notion de génétique. Et tout cela rentre dans un dispositif qui, on voit, évolue progressivement vers la possibilité d'utiliser les outils génétiques dans le dépistage néonatal. Alors cette structure, je vais passer vite parce que c'est un tout petit peu complexe. Il est centralisé au sein d'un comité national de pilotage qui se situe au niveau du ministère, où il y a toutes les entités concernées par le dépistage néonatal qui sont présentes. Mais en fait, ce qui fait tourner le dépistage néonatal, c'est le Centre national de coordination du dépistage néonatal, donc le CNCDN, qui est à Tours. Et ce CNCDN coopère avec les centres régionaux de dépistage néonatal. Dans chacune des régions, il y a au moins un et de temps en temps 2 CRDN. Et ces CRDN qui ont été désignés par l'Agence régionale de santé, ce sont eux qui, sur le terrain, pratiquent et gèrent le dépistage néonatal. S'associe à tout cela des commissions, une commission d'épidémiologie, une commission de biologie et, tout récemment, une commission scientifique de prospective sur laquelle on reviendra. Et tout cela travaille main dans la main avec une autre entité qui est la Haute Autorité de Santé. C'est elle qui détermine quelles sont les maladies qui doivent entrer dans le programme national de dépistage. Donc la Haute Autorité de Santé travaille avec le Comité national de pilotage et la HAS propose une nouvelle liste de maladies très régulièrement au Comité national. Donc, si on récapitule, c'est le Comité national qui décide, c'est le Centre national de coordination qui coordonne, et ce sont les CRDN qui opèrent le dépistage néonatal. Et la Haute Autorité de Santé, elle recommande scientifiquement quelles sont les maladies à faire entrer. S'associe à tout cela la Société française de dépistage néonatal, qui travaille main dans la main avec l'ensemble des entités pour essayer de faire avancer ce dépistage et proposer des solutions lorsque c'est nécessaire. Alors le programme lui-même, il a évolué évidemment de façon régulière. Alors pour certains, pas assez vite, pour d'autres, de façon complexe en fonction des moyens dont on disposait. Donc je l'ai dit, 1972, la phénylcétonurie, 78, l'hypothyroïdie congénitale, 89, la drépanocytose dans les dom-toms, et à chaque fois des
technologies de dosage ou d'évaluation apparaissent. En 1995, la drépanocytose arrive en métropole et s'y associe le dépistage d'hyperplasie surrénale congénitale. En 2002, la mucoviscidose. Et là, pour la première fois, apparaît la notion de biologie moléculaire, mais pas en première ligne, en seconde ligne après confirmation du dosage d'un test biochimique, la trypsine immunoréactive. En 2014, encore une nouveauté, c'est la surdité congénitale profonde qui apparaît. Cette fois, c'est un test fonctionnel qui est donc réalisé directement dans les maternités par les personnels de soins. Et puis la dernière grosse évolution, c'est l'apparition de la spectro de masse en tandem. Donc dans les laboratoires, chacun s'est équipé d'un matériel biochimique de pointe pour pouvoir réaliser dans un premier temps l'évaluation du déficit en MCAD. Et puis en 2023, 7 maladies métaboliques sont apparues dans le dépistage. Vous avez la liste sous les yeux, grâce à l'outil MSMS qui est absolument fantastique en termes de capacité d'évaluation. Et puis en 2024, c'est la généralisation de la drépanocytose. Alors, c'est une évolution, certes, ça tient sur une diapositive, ça veut dire que finalement, il n'y a pas tant de maladies dépistées que cela, on y reviendra tout à l'heure. La grande nouveauté, c'est évidemment au 1er septembre 2025, la mise en place de 3 nouveaux dépistages avec l'amyotrophie spinale infantile, les déficits immunitaires combinés sévères et le déficit en VL-SHAD. Chacun de ces dépistages va être présenté, donc je ne vais pas m'approfondir sur ces 3 nouveaux dépistages, mais ça a été une nouvelle révolution puisque cette fois, on utilise l'outil moléculaire en première intention pour rechercher la délétion du gène de l'amyotrophie spinale infantile. Donc là, on est vraiment entré dans une nouvelle évolution de ce dépistage avec l'outil moléculaire en première intention. Quelques mots sur le financement, c'est quand même intéressant de voir que ça ne coûte pas cher. Alors les chiffres sont peut-être impressionnants, c'est des millions d'euros, mais ramener à un enfant, ce n'est pas si cher que ça, eu égard aux bénéfices qu'on tire à la réalisation de ce dépistage néonatal. Donc les CRDN ont un financement direct de 10,4 millions d'euros, la MCAD et la mise en place des spectros, 1,2 million d'euros. Bref, je récapitule, soit au total, pour le dépistage néonatal biologique, 18,6 millions d'euros. À titre de comparaison, la surdité, c'est 20 euros par enfant, par nouveau-né. La biologie, ça coûte 27 euros par nouveau-né. Donc vous voyez qu'un seul test pour la surdité coûte pratiquement aussi cher que les 16 autres maladies dépistées. La biologie ne coûte pas si cher que ça. Ramener à l'individu, ça n'est pas cher. Mais c'est un investissement global, national qui est nécessaire, bien évidemment. Et c'est cette dimension-là qui, en ces temps un petit peu complexes, fait que ça évolue relativement lentement. Alors, évidemment, pour faire un dépistage néonatal, il faut obtenir un consentement. Le dépistage néonatal n'est pas obligatoire. Il est systématique. Et c'est rappelé dans les textes de loi. Ce qui est obligatoire, c'est sa présentation aux parents à la naissance. Tout un chacun, tous les personnels soignants doivent s'impliquer dans l'information et le recueil d'un consentement, mais les parents ont le droit de refuser. Ce dépistage n'est pas obligatoire, il est systématique. Et donc, on a utilisé de nombreux outils pour donner une information qui est devenue au fil du temps de moins en moins précise. Quand il y avait 1 ou 2 maladies, on expliquait les maladies. Maintenant qu'on a 16 maladies, il est évidemment impossible pour chaque parent de rentrer dans les détails de chacune des maladies. Et finalement, c'est une information générale qui est donnée à l'aide d'un document papier dont l'immense majorité se retrouve dans la poubelle dans les 3 minutes qui vont suivre. Et l'immense majorité des parents oublie, dans l'heure qui suit, le fait qu'il y avait un dépistage néonatal. Si bien que lorsqu'on les appelle secondairement avec un résultat anormal ou douteux, eh bien, ils tombent des nues. Très souvent, les parents n'ont plus souvenir d'avoir pu bénéficier de ce dépistage néonatal pour leur enfant. Si bien qu'on a évolué vers des outils de communication un petit peu plus modernes. Et aujourd'hui, il y a de la communication sur les réseaux sociaux. Les parents peuvent se connecter sur différents types d'informations. Et ça marche pas trop mal si ça dure 15 secondes. Si le texte dure 3 minutes, c'est déjà terminé. Il faut absolument un soutien derrière si on veut que les parents comprennent réellement de ce dont il s'agit. Alors, depuis le 1er septembre, nous avons un nouveau buvard. Ce nouveau buvard doit impérativement être utilisé. Tous les autres buvards doivent passer à la poubelle.
malheureusement, mais peut-être que Pascal en reparlera, il y a encore des maternités qui nous envoient les anciens buvards, si bien que malheureusement, pour la biologie moléculaire et la signature du consentement, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment absolument, et ça, il faut que toutes les maternités en soient conscients, il faut absolument utiliser le nouveau buvard. Et ce qui est donc nouveau sur ce nouveau buvard, c'est que le consentement parental à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques ne concerne plus seulement la mucoviscidose, si bien que le texte aujourd'hui il dit bien, après avoir été informé sur la nature de l'acte de dépistage des maladies génétiques, donc on ne cite pas de maladie, nous consentons ou ne consentons pas à la réalisation des examens des caractéristiques nécessaires sur le prélèvement de notre enfant. Donc c'est beaucoup plus général et on ne cite plus de maladie, contrairement au précédent buvard qui ne concernait que la mucoviscidose. Alors quelques mots sur la méthode de prélèvement. La méthode de référence reste le test au talon. Et quand vous lisez toute la littérature mondiale, on parle toujours de prélèvement au talon. Aujourd'hui en France, 40% des bébés sont prélevés en veineux et non plus en capillaire sur le talon, pour des raisons multiples. Peut-être qu'ils vont avoir un dosage de bilirubine en même temps, peut-être qu'ils vont avoir un contrôle de leur carte de groupe sanguin ou une CRP. Bref, beaucoup de maternités utilisent aujourd'hui le prélèvement veineux et non pas le prélèvement capillaire. Néanmoins, la référence reste le prélèvement capillaire au talon et on tolère. Le prélèvement veineux est une alternative acceptable lorsqu'il est réalisé sur un prélèvement veineux. Mais attention, le prélèvement veineux, ça entraîne souvent des surcharges du buvard qui rendent le dosage un petit peu complexe à réaliser. Toute une journée sera consacrée prochainement à cette problématique-là, car il y a la dimension douleur qui intervient aussi. Un prélèvement capillaire au talon, c'est douloureux. Même si on a des solutions pour minimiser la douleur, beaucoup de puéricultrices considèrent que c'est moins douloureux de faire du veineux que du capillaire. Je profite du changement de diapo pour vous signaler qu'il reste 5 minutes environ. Mais tout va bien. Ouais, j'avais une demi-heure. Oui, mais voilà, je vous tiens au courant. Alors j'accélère. Alors les examens de biologie moléculaire doivent être réalisés, de biologie, pas biologie moléculaire, doivent être réalisés dans les 48 heures qui suivent la naissance, à H48 et non plus à H72. C'est un point très important. Le but est d'aller très vite. Il y a certaines maladies métaboliques qui doivent être dépistées très tôt. Et c'est seulement à défaut qu'on peut aller jusqu'à 72 heures. Mais j'insiste sur le fait que le prélèvement doit être réalisé à 48 heures de vie. Alors, quelques soucis. Le premier, c'est la décroissance du nombre d'enfants. Vous voyez qu'en 12 ans, on a perdu 21% de taux de natalité. On est passé de 840 000 à 660 000 en 12 ans. Bon, il y a différentes explications à cela. Et puis, l'autre souci, c'est les délais d'acheminement. La Poste, qui autrefois était notre soutien garanti avec un prélèvement qui parvenait dans les 48 heures dans les centres dans les laboratoires, eh bien aujourd'hui, c'est 4 jours et non plus 48 heures, ce qui fait qu'actuellement, le délai d'acheminement est d'environ 3 jours, avec parfois des extrêmes qui vont beaucoup plus loin, ce qui est très embêtant, évidemment, pour certaines maladies métaboliques qui sont urgentes. Actuellement, le délai de traitement reste à 10 jours en médiane, ce qui est remarquable. Il y a beaucoup de pays qui font beaucoup moins bien que ça, mais on sent bien que l'intérêt de la Poste vis-à-vis du dépistage n'est plus celui qu'il était autrefois. Quelques mots sur les refus du dépistage. Eh bien, vous voyez qu'ils étaient très peu nombreux en 2011 et on voit une croissance très régulière, et en particulier depuis 2020 et évidemment la Covid, on voit une augmentation de plus en plus rapide des refus du dépistage. Cela représente environ entre 500 et 600 refus par an en France. Alors, ce n'est pas énorme eu égard aux 600 000 naissances, mais il n'empêche qu'il y a une évolution qui est importante à prendre en compte, avec des refus qui sont liés soit à un problème d'information, et les parents n'acceptent pas s'ils ne sont pas correctement informés, avec parfois un parcours antérieur qui fait que pour ces parents, l'intérêt du dépistage est finalement modeste et ils ne l'acceptent pas. Et puis seulement en troisième position, des représentations des parents d'origine culturelle, religieuse, des convictions ou des rejets systématiques péremptoires font que malheureusement les parents refusent. Il faut travailler cet aspect-là, car 500 refus, dans le lot, il y aura évidemment des enfants susceptibles d'être malades. Les résultats, eh bien, vous les avez sous les yeux. 56% de la population a bénéficié
d'un test de dépistage néonatal. Plus de la moitié de la population française a été dépistée. Et parmi ces enfants, vous avez ici une par une toutes les maladies qui sont dépistées, j'insiste pas. Ça commence à devenir significatif quand même, puisque 30 000 enfants présentant une pathologie sévère ont été dépistés depuis le début de cette action de santé publique, ce qui représente un enfant sur 1287 naissances. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que plus on augmente le nombre de maladies, plus il y a d'enfants dépistés. Et donc, en une année, l'année dernière, 1250 enfants ont été dépistés, ce qui représente un enfant pour 538 naissances. Donc, ça n'arrive pas que chez le voisin et ça devient quelque chose de raisonnable sur le plan statistique. Alors, les perspectives pour finir. Tout d'abord, sur la liste des maladies. Pendant 50 ans, on s'est appuyé sur ces notions édictées par Wilson et Hübner, qui étaient relativement contraignantes. La HAS a publié en 2003 des nouveaux critères, et je pense qu'il faut continuer à s'appuyer sur ces critères qui sont tout à fait acceptables. La bonne connaissance de la maladie, des symptômes qui n'apparaissent pas dans la première semaine de vie, évidemment la gravité de la maladie, la démonstration d'un traitement efficace, mais dans la prévention, pas forcément de l'ensemble de la maladie, ça peut être une partie de la maladie qui est maîtrisée, la démonstration d'un bénéfice individuel et la fiabilité de l'examen de dépistage. Et donc ces 6 critères, c'est sur ceux-ci qu'il faut s'appuyer pour continuer à travailler sur l'évolution du dépistage. Alors, les saisines actuelles de la Haute Autorité de Santé, il y a deux actualités fortes, la leucodystrophie métachromatique et l'adrénoleucodystrophie liée à l'X. Il y a maintenant des solutions thérapeutiques particulièrement intéressantes qui justifient au moins de se pencher sur le problème. Il y a déjà de nombreux pays qui dépistent ces maladies. Le déficit en biotinidase, et puis quelques maladies lysosomales, en particulier celles qui bénéficient d'une enzymothérapie, donc le Gaucher, le Pompe et le Niemann-Pick. Et puis, redondant, la problématique de la myopathie du chêne, qui ne répond pas aux critères tels qu'ils sont définis par la Haute Autorité de Santé, mais avec l'insistance forte d'une association autour de cette problématique. Pourquoi en parler ? Eh bien, parce que quand la mucoviscidose a été dépistée en 2002, il n'y avait pas de traitement, mais il y avait des protocoles de soins qui considéraient que le bénéfice direct à l'enfant était évident. Aujourd'hui, pour la myopathie du chêne, ce n'est pas encore le cas. Il n'y a encore pas suffisamment de critères forts pour évaluer un intérêt positif pour l'enfant d'être dépisté par rapport à un diagnostic qui doit évidemment être le plus précoce possible. Donc la problématique de la myopathie du chêne est redondante. Tous les 2 ou 3 ans, il y a une saisine et pour l'instant, ça n'a pas encore été intégré dans le programme de dépistage. Je n'ai pas à juger si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, l'association, elle, appuie fortement pour que ce soit dépisté. Et puis pour finir, quelques réflexions sur l'avenir du dépistage. Il y a une évolution organisationnelle qui est clairement à mettre en œuvre, des perspectives techniques qu'on va voir tout de suite et quelques réflexions éthiques. En fait, le problème qui est posé, c'est celui qu'on va poser toute la journée, c'est comment passer d'un dispositif où on évalue les maladies une par une, les unes après les autres, donc très lentement, vers une tendance à une évolution beaucoup plus dynamique. Pourquoi dynamique ? Parce que les progrès de la science sont évidents. Les besoins pour les enfants sont de plus en plus clairs et donc, en termes de santé publique, il faut absolument réagir de façon adaptée à cette dynamique. Et donc, il y a énormément de progrès, que ce soit sur le plan de la physiopathie des maladies, sur le plan technologique, et les outils moléculaires en font partie. Et puis, il y a des progrès énormes en matière de thérapie génique et d'enzymothérapie qui font qu'aujourd'hui, les maladies candidates à un dépistage néonatal sont beaucoup plus nombreuses. On considère qu'environ un enfant sur 150 est atteint par une maladie traitable ou en tout cas justifiant la mise en place d'un protocole de soins adapté. C'est ce qui a justifié de prendre en compte cette problématique de dépistage dans le plan national maladies rares 4. Et là-dedans, évidemment, se pose tout de suite la question de savoir si l'outil technologique d'analyse moléculaire pourrait permettre d'aller beaucoup plus vite et de progresser non seulement en termes de délai, mais également en termes de nombre de maladies à dépister. Alors, la France, à l'échelon européen, se situe au milieu de l'échelle en nombre de maladies dépistées. Alors, on n'est plus à 13, mais à 16, plus la surdité. Ça ne nous a pas fait progresser pour autant. Mais
moi, ce tableau, ça m'agace quand on dit qu'il y a un retard français, parce que si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, d'abord, c'est très hétérogène. C'est des régions, par exemple en Italie, où on ne fait pas la même chose à Naples et à Milan. Et ce n'est pas parce qu'on dépiste plus de maladies qu'on est meilleur que les autres. Hein. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit faire. Hein. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion éthique très importante sur la justification du dépistage pour certaines maladies. Aux États-Unis, seulement 70% des enfants dépistés sont suivis. Ça veut dire que 30% des enfants ont bénéficié d'un dépistage, sauf qu'il ne s'est rien passé derrière. Donc arrêtons de penser que c'est parce qu'on dépiste qu'on est les meilleurs au monde. Non, il faut qu'il y ait toute une structure en amont et en aval qui soit coordonnée avec le dépistage. Alors les difficultés stratégiques, je les pose telles que je le pense. Je suis presque syndicaliste en disant ça. Le comité de pilotage national, c'est un comité d'enregistrement. Finalement, il décide de rien, il accepte des propositions, mais ce n'est pas lui qui fait activer les choses. La prise de décision, elle est toujours très lente. Regardez le dépistage des déficits immunitaires combinés sévères. L'étude d'Epistrec a eu lieu en 2016. On installe le dépistage en 2025, 9 ans plus tard. La mise en application, elle est toujours très lente. Le MCAD, recommandation en 2012, on dépiste en 2020. Ça veut dire qu'il y a un gros problème entre les aspects scientifiques et les décisions, qu'elles soient politiques ou stratégiques d'organisation. Les modalités de financement, elles sont beaucoup trop stratifiées. Le ministère décide, évidemment pose la question à Bercy. Bercy accepte, ça redescend dans les ARS par le biais des fonds d'intervention régionaux, ça descend dans les CHU qui ponctionnent 20 ou 30% au passage, et finalement les CRDN se retrouvent avec des financements pas forcément à la hauteur de ce qu'ils attendent, mais ils doivent faire avec pour faire une action de santé publique. Donc ces modalités de financement ne sont pas du tout adaptées au rythme que l'on doit donner. Et puis enfin, il y a des contradictions qui sont quand même un petit peu étonnantes. J'ai parlé tout à l'heure de la muco. Il n'y avait pas de traitement en 2002 et pourtant on dépistait. Et à l'inverse, la myotrophie spinale infantile, on sait qu'il y a un traitement depuis 5 ans et on attend 2025 pour traiter. Donc vous voyez qu'il y a une stratégie qui n'est pas forcément celle qu'on attend, si bien qu'on a mis en place, sous l'égide de la Société française de dépistage néonatal, une commission scientifique prospective qui a pour boulot d'anticiper tout le travail que fera la HAS après, puisque de toute façon, c'est la HAS qui détermine. Mais cette commission scientifique de prospective, elle va être là pour vous aider à monter des protocoles, à faire des dossiers le plus solides possible qui puissent arriver rapidement à l'Haute Autorité de Santé, qui n'aura plus qu'à mettre un cachet pour dire c'est bon, on fait ou on ne fait pas. Et on espère que grâce à ça, l'évolution du dépistage sera beaucoup plus dynamique et beaucoup plus rapide et répondra aux vrais enjeux. Je passe sur cela parce que ça sera redit à plusieurs reprises. La loi de bioéthique de 2021 dit des choses extrêmement importantes sur l'information, la prescription, le consentement et le rendu des résultats. Dans le dépistage, ce n'est pas nécessairement le prescripteur qui est l'État de rendre le résultat. Et donc, grâce à cela, ça permet de mettre en place un dépistage et surtout un rendu de résultats adapté au terrain. Chacun s'organisera dans les CRDN pour pouvoir rendre les résultats sans forcément passer par un généticien moléculaire avéré. Ça, je passe puisque vous allez l'avoir bientôt. Et pour finir, il y a quand même une dimension sur laquelle il faut travailler. Avant le dépistage, c'était donc une démarche diagnostique avec du temps, de l'énergie, des examens invasifs, des ponctions, bref, de multiples examens pour aboutir à un diagnostic. Le dépistage néonatal, c'est une simple mesure. On prélève quelques gouttes au talon ou pas, peu importe. On dépose sur un buvard et on a le résultat en quelques jours. Donc l'intérêt pour l'enfant, comme pour vous et nous, est quelque chose d'extrêmement important. Et il est difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse se passer de cet outil de biologie moléculaire. Et je finirai avec une phrase de Francis Collins, qui est ce qu'on pourrait qualifier d'ancien ministre de la Santé aux États-Unis. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais presque. Il disait tout simplement, la question n'est pas de savoir si on va utiliser la biologie moléculaire, mais simplement de savoir quand on va pouvoir le faire. Donc les éléments sont posés pour pouvoir travailler dans ce domaine-là, tout en répétant la phrase de Jean Frézal qui, moi, me marque en permanence. La réalisation d'un dépistage néonatal impose de respecter l'intérêt premier de l'enfant. Toute autre considération est superflue. Il faut toujours garder en mémoire cette phrase qui, je pense, est tout à fait représentative de ce qu'est le dépistage néonatal. Voilà, merci pour votre attention. Merci à l'ensemble des collaborateurs, à la fois au sein de la Société française, à Dijon évidemment avec Translad, et puis dans le cadre du programme national de dépistage néonatal.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Huet, et bravo, en moins d'une demi-heure, vous avez planté le décor pour lancer les travaux. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous, donc n'hésitez pas à lever la main et on va vous amener un petit micro. En prenant la parole, merci de vous présenter en 2 mots pour savoir d'où vous parlez. Et je signale que si vous nous suivez à distance, il y a des personnes qui suivent vos messages. On verra s'il y en a. C'est peut-être encore un petit peu tôt, mais le docteur Paul Rollier scrute ça. C'est votre allié, à vous qui nous suivez en streaming. Il a bravé les barricades, je crois, depuis Rennes ce matin pour surveiller vos messages. Voilà, n'hésitez pas. Alors, c'est à vous. Donc Anne-Sophie Lapointe, mission maladies rares DGOS. Donc Frédéric, j'ai une question par rapport à notre plan national maladies rares 4. Et on a quelques filières de santé maladies rares qui sont présentes. Je vois Pascal, Laurence. On a vraiment à cœur d'impliquer nos filières aussi sur tout ce sujet du dépistage néonatal. On voit bien qu'il y a une dynamique aussi par rapport à l'histoire naturelle. Peut-être qu'il faudrait un peu travailler avec nos filières pour les futurs dépistages néonataux qu'on pressent, on puisse constituer des dossiers comme on est en train d'avoir des pétales supplémentaires dans la BNDMR pour pouvoir avoir une meilleure vue sur les pathologies qui sont un peu dans le scope dans les années à venir. Je me demandais si on n'avait pas quelque chose à faire sur une collecte de données pour mieux renseigner l'histoire naturelle. Tu en parlais tout à l'heure. Alors, d'abord, l'histoire a fait que ce sont essentiellement les maladies métaboliques qui sont entrées dans le dispositif et la filière G2M fait un boulot absolument remarquable. C'est notre partenaire aujourd'hui, hein, c'est eux qui sont là et qui nous aident pour l'audiovisuel. C'est exemplaire, voilà. C'est exemplaire et ce modèle-là doit être reproduit dans pratiquement toutes les filières dans lesquelles une pathologie à expression néonatale intervient. Donc la filière Filnemus s'est accrochée au dispositif, globules rouges. Petit à petit, en augmentant le nombre de maladies dans le dépistage, évidemment que les filières sont de plus en plus impliquées, à tel point que moi je réclame la création de commissions dépistage néonatal dans chacune des filières. Parce que, par exemple, la cardio, aujourd'hui, était très peu impliquée, alors qu'il y a matière à réflexion en cardio, avec les troubles du rythme, avec un certain nombre de malformations. Il y a absolument matière à travailler sur ça. Donc, il faut impliquer toutes les filières. Et puis, deuxièmement, les filières seront de toute façon impliquées pour nous accompagner lors de l'installation des outils moléculaires. Il faudra bien entendu que les experts de chacune des maladies, qu'ils soient biologistes ou cliniciens, interviennent pour accompagner, rendre des résultats d'experts et non pas simplement un résultat brut moléculaire, certes trié, analysé en amont, mais il faudra absolument les experts dans chacune des maladies. Donc les filières, non seulement elles sont les bienvenues, mais elles sont nécessaires, indispensables au bon fonctionnement du dépistage. Ah, attendez, prenez bien le micro. Tu es libre le 4 novembre après-midi 4 novembre. Voilà. Tu regardes. C'est l'Observatoire du diagnostic avec toutes les filières et je pense que ça va être vraiment intéressant, le message que tu viens de nous donner pour l'ensemble des filières de santé maladie rare. Bien sûr. Puisque c'est notre Observatoire du diagnostic. Donc à cocher dans l'agenda. Il y a des intervenants qui font du placement de produits sur leurs événements. Et je voudrais souligner quand même, enfin Laurence le dirait mieux que moi encore, mais que le projet Périgénomètre dont on va beaucoup parler, il a été co-construit avec toutes les filières. Hein. C'est elles qui ont décidé de quelle serait la liste des gènes concernés. Donc ils sont très très impliqués en tout cas pour la prospective. Ça démontre qu'il y a plusieurs métiers dans le dépistage. Il y a les néonates puisque ce sont leurs patients quelque part. Il y a les dépisteurs professionnels parce que c'est notre expérience de 50 ans avec un certain nombre de maladies. Et puis maintenant, il y a les spécialistes de chacune des maladies qui doivent entrer dans le dispositif, non pas après le dépistage, mais pendant le dépistage pour pouvoir valider. Et en aval, évidemment. On peut encore prendre une dernière question si vous le souhaitez. Vous avez beaucoup insisté sur l'intérêt supérieur de l'enfant dès sa naissance. Pourquoi ce plaidoyer ? Il y a des menaces, il y a des doutes, des inquiétudes ? Non, les possibilités, c'est qu'on fasse le dépistage, par exemple, pour prévenir l'arrivée d'un deuxième enfant malade. Et qu'on se dise, je vais dépister, comme ça, si jamais il est malade, j'aurai une possibilité de prévenir l'arrivée d'un deuxième enfant malade. Donc ça, c'est l'intérêt de la famille, mais l'enfant dépisté,
malheureusement, si ce n'est pas pour lui donner un traitement, mais juste pour donner une indication du statut familial de telle ou telle maladie, ce n'est pas acceptable. Le bébé, il y est pour rien dans le fait d'avoir certains gènes malades. Et donc, ce n'est pas l'intérêt de l'enfant, ça, c'est l'intérêt de la famille. Et puis, il y a les États. Alors, quand la loi de bioéthique est passée à l'Assemblée nationale, on a entendu des mots absolument dramatiques de type eugénisme, ce qui montre que certains de nos décideurs ne comprennent pas tout à fait de quoi on parle. L'eugénisme, c'est avant. Une fois que le bébé est né, il n'est pas question d'interrompre, évidemment. Et donc, l'État doit participer au dépistage, mais ce n'est pas pour financer de la santé publique qu'on fait du dépistage. C'est avant tout pour prévenir des enfants malades avec leur handicap. Et on a entendu votre plaidoyer disant que ça ne coûte pas si cher que ça le dépistage et ça peut rapporter gros. Moi, j'ai une petite dernière question très rapide. C'est quoi la composition de ce comité prospectif là, qui est mis en place ? Alors ça rassemble des dépisteurs biologistes ou cliniciens. Il y a un éthicien, il y a des associations. On essaie et c'est statutaire dans l'arrêté. Il y a donc une vingtaine de personnes qui sont concernées et on va se réunir très régulièrement pour vraiment avancer sur les progrès à donner dans le système d'évaluation des maladies et faire activer le dispositif. Merci beaucoup, professeur Huet. On vous applaudit. Merci à vous. On vous propose une nouvelle séquence avec un duo qui va intervenir cette fois. Alors, je vois qu'Amandine Charton est dans les starting blocks pour changer les diaporamas. Et donc, on ne perd pas de temps. Et donc, on est avec